C'est moi qui vais commencer par poser un peu le contexte de la caisse, comment on est arrivé à l'expérimentation et avec qui. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je pense que c'est peut-être aussi toute l'année de la caisse qui va être intéressant et les résultats. Je vais, euh, je vais essayer de faire ça assez bref. Et puis sinon, de toute façon, répondre à vos questions après, si besoin. Je veux bien que tu passes à la page suivante, Camille, s'il te plaît, si tu nous as pas perdus. Bon, je commence et puis l'image apparaîtra. Bah, je suis à la page. Bon, pour Vous l'instant, m'entendez plus? si on t'entend, mais on voit pas. Enfin, moi, personnellement, je vois toujours la première. Vous m'entendez pas là? Si, si. J'ai l'impression que je pense que c'est ta connexion, Camille, qui est peut-être un peu instable. Peut-être que je peux faire le partage d'écran, Camille. Ça se trouve, c'est un peu trop lourd pour toi, pour ta connexion. Pourtant. Alors attendez, je recommence. Je le fais ou pas? Oui, bah, à ce moment-là, c'est rare, on va faire comme ça parce que ma connexion passe pas. Mais... Ok. Ouais, s'il te plaît. Parce que si c'est tout le temps, ça va être pénible. Alors, hop. Ok. Du coup, je disais qu'on allait d'abord présenter un peu le contexte de la caisse. L'histoire a commencé en 2020 avec la création du collectif Acclimatation qui rassemble des structures de l'économie sociale et solidaire sur les territoires de Bordeaux, plus particulièrement Bordeaux-Nord et la Benauge, Bègles, le Pays Foyen et le Sud-Gironde. Donc, vous avez une petite carte en haut à droite pour situer sur la Gironde ces quatre territoires. Des habitants de ces territoires et des chercheurs autour d'une volonté collective de plus de démocratie alimentaire sur leur territoire et de travailler en collectif plutôt que individuellement au sein de leur territoire. Et de faire coopérer aussi des territoires urbains et ruraux. C'était l'idée en mélangeant, en fait, enfin, en faisant coopérer ces quatre territoires-là, c'était de pouvoir travailler avec des territoires urbains et des territoires ruraux autour des questions d'alimentation. Les partenaires du projet, rapidement, donc c'est les membres d'Acclimatation, comme je vous disais, des structures de l'économie sociale et solidaire sur ces quatre territoires, mais aussi les participants, des représentants des participants des caisses locales de l'alimentation, les chercheurs, des lieux de vente aussi qui ont été conventionnés et en dehors d'Acclimatation, mais partenaire également de ce projet, le centre social et culturel de l'Esté, donc ça c'est le centre qui accueille la caisse locale de Bègle, et les collectivités contributrices, donc le département, la ville de Bordeaux et la ville de Bègle. Donc, c'est tous ces acteurs-là, en fait, qui, depuis le début de enfin, sont là depuis le début de la construction du projet. Donc, comme je disais, l'idée d'expérimenter une caisse de l'alimentation, alors ça, c'est venu progressivement. Ça a commencé en 2020 à la création du collectif, donc en intégrant également le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. C'est fait l'idée, donc progressivement, d'expérimenter sur nos territoires une caisse de l'alimentation et on a mis 4 ans en fait à construire cette expérimentation avec une première phase déjà d'appropriation en fait c'est quoi la sécurité sociale de l'alimentation, qu'est-ce que serait une caisse de l'alimentation, une phase aussi de mobilisation des participants, enfin des habitants sur les territoires. Et en 2023, on est entré dans une première action collective qu'on a appelée le parcours d'engagement, qui est en fait pour nous le moment, la première étape en fait de construction
concrète de notre expérimentation. Parce que ce parcours d'engagement, il a permis en fait de construire la charte commune de conventionnement, donc qui est la charte qui donne les critères de sélection des lieux et des produits qui seront pris en charge après dans la caisse de l'alimentation. Et donc voilà, pour nous, c'est en 2023, le parcours d'engagement représente le début de la construction de la caisse de l'alimentation. Et donc les 3 années qui précèdent étaient plus un temps de réflexion autour du projet et de mobilisation des habitants sur cette question-là. Euh, pour rentrer un peu dans le détail de ce parcours d'engagement, c'était en fait une action collective qui a duré 6 mois, de janvier à juin 2023, et qui a embarqué 40 habitants sur les 4 territoires que je vous ai présentés tout à l'heure. Et c'est qui avait pour objectif, avant même de parler de charte commune de conventionnement, avait pour objectif de redonner un peu la parole, le pouvoir à ses habitants sur leur alimentation et même d'aller jusqu'à travailler sur des politiques publiques de transformation du système alimentaire. On n'avait pas encore mis le mot sur voilà ce que ça allait être au début, mais on avait cette envie-là quand on est entré dans le parcours d'engagement. Et on l'a imaginé en 2 phases. Une première phase donc, de janvier à mars 2023 qui avait pour objectif d'abord de monter en connaissance tous ensemble sur l'alimentation à partir déjà des expériences de chacun et chacune dans ce parcours, mais aussi d'interventions d'experts sur les questions autour de l'alimentation. Et chaque territoire s'est emparé en fait d'une idée reçue. On est parti d'idées reçues autour de l'alimentation. Vous pouvez en voir une sur le diapo. C'est le local, c'est l'idéal. Donc, c'était le territoire de Bègle qui a travaillé cette question, mais il y avait d'autres idées reçues, comme il faut produire plus pour nourrir la population mondiale. Le changement climatique n'a rien à voir avec mon assiette. L'aide alimentaire permet de lutter contre la précarité alimentaire. Ça coûte cher de bien manger. Et cuisiner maison, c'est bon pour la santé. Donc chaque territoire avait une idée reçue et s'est penché en fait à creuser ce que ça voulait dire cette idée reçue et quels enjeux en fait ça venait soulever. Cette première phase, elle a permis de créer des ressources que vous pouvez vous aussi mobiliser si vous le souhaitez, des fiches idées reçues qui synthétisent un peu justement le travail fait par les territoires, des capsules vidéo qui permettent de transmettre aussi les informations que les experts nous ont transmises. Enfin, c'est leurs interventions pardon, en vidéo et une pièce de théâtre qui s'appelle L'Acclimatable et qui met en scène ces 6 idées reçues. Donc, à la fin de cette première phase, on entrait dans une autre étape qui était plutôt d'élaborer ensemble la charte commune de conventionnement. À ce moment-là, c'est bon, on avait mis le mot dessus. Et autant la première partie, chaque territoire avait travaillé sur son idée reçue, donc travaillé de son côté, et on s'est retrouvé à la fin en mars pour pouvoir restituer ce que chaque territoire avait travaillé. Autant la deuxième phase, on a vraiment toujours travaillé en collectif. On partait d'un même document qu'on venait chacun notre tour enrichir, compléter, modifier. Donc c'était assez complexe, mais ça a permis de créer cette charte qui est vraiment commune aux 4 territoires, qui est une charte qui est ambitieuse en termes de transition agricole et alimentaire. Elle pose pas mal de critères que doivent respecter les lieux et les produits pour entrer dans l'expérimentation. Elle a été pensée quand même pour qu'elle soit accessible et incitative pour les points de vente et les participants. Et pour le coup, on vous présentera dans les résultats que ça a été le cas. Et quelque chose qui puisse être réalisable à court terme parce que voilà, la charte, elle a fini d'être écrite en juin 2023. Et en mars 2024, on commençait la caisse et voilà, on avait besoin de pouvoir la mettre en application assez rapidement. Dans cette charte, elle pose 5 critères de lieu. D'abord, le choix a été fait de conventionner d'abord le lieu dans ses pratiques générales et d'aller après
conventionner les produits au sein de ce lieu. Donc, elle pose d'abord 5 critères de lieu qui sont l'accessibilité et l'inclusivité, le bien-être au travail, la transparence et la juste rémunération des producteurs, les pratiques agricoles des producteurs quand c'est des producteurs qui sont directement conventionnés ou sinon les pratiques du lieu si c'est plutôt un commerce et la localité des produits. Pour ce qui est des critères produits, on retrouve un peu les mêmes critères que pour les lieux, mais on a rajouté en fait des critères comme par exemple favoriser les produits bruts et peu transformés, respecter la saisonnalité, favoriser des produits essentiels pour cuisiner, nutritifs et bons pour la santé et aussi avec peu d'emballage. Donc, la phase 2 du parcours d'engagement, elle s'est terminée en juin 2023 avec cette charte, mais il y avait tout un tas d'autres éléments à poser avant de lancer l'expérimentation. Et on a décidé, à la fin de ce parcours d'engagement, d'ouvrir en fait ce groupe d'habitants à d'autres habitants qui étaient intéressés depuis et qui voulaient rejoindre la réflexion aux collectivités locales et à d'autres et à des acteurs aussi locaux, notamment commencer à venir et à être intéressés des épiceries associatives des territoires, enfin, voilà, des acteurs locaux qui potentiellement pouvaient rejoindre l'expérimentation dans le futur. Donc, on l'a appelé cette seconde phase la phase des collectifs territoriaux où on retrouvait trois instances, donc les collectifs territoriaux qui étaient une forme plus ouverte des parcours d'engagement, un comité technique qui était tout le temps du coup en relation avec les collectifs territoriaux pour justement construire des scénarios sur par exemple les règles de cotisation, les règles d'allocation, ou la gouvernance de la future caisse, et un comité stratégique qui, lui, prenait les décisions avec des représentants de ces collectifs territoriaux et le conseil départemental de la Gironde, la ville de Bordeaux et Acclimatation. Donc la phase de préfiguration, enfin de collectifs territoriaux, elle a commencé, on dit qu'elle a commencé en juin 2023 jusqu'à mars 2024, quand on a lancé l'expérimentation de la caisse. Et donc, pendant ces mois-là, on a défini tout un tas d'autres éléments pour pouvoir construire notre caisse. Donc, par exemple, comme je disais, la règle de cotisation qui a été détermine donc une cotisation autodéterminée avec un guide. Donc, on a construit un guide pour aiguiller les futurs foyers dans le calcul de leur cotisation en fonction soit de leurs revenus, soit de leur reste à vivre, soit de leur budget alimentaire. Et on a aussi défini en parallèle le montant d'allocation avec une allocation pour une seule personne de 150 mona et donc l'équivalent de 150 euros et 75 euros par personne supplémentaire dans le foyer. Donc, on a pu aller dans l'année d'expérimentation, jusqu'à des montants à 400 euros d'allocation. On a défini aussi la gouvernance de cette expérimentation, comment aller en fait, comment ça allait se passer les prises de décision en local, mais aussi à l'échelle girondine avec ces 4 territoires. Donc, on a défini une gouvernance avec trois pôles, les caisses locales qui allaient prendre les décisions notamment sur le conventionnement sur chaque territoire, la caisse commune qui chapeaute du coup ces caisses locales et qui porte le projet à l'échelle girondine, et le conseil d'administration d'Acclimatation qui lui porte juridiquement et financièrement le projet. On a défini aussi l'outil, la MONA, qui est un outil qui a été créé spécifiquement pour des expérimentations de caisse de l'alimentation, qui n'est pas qui n'est pas une monnaie alimentaire, mais qui est un moyen de paiement. C'est en fait les participants reçoivent des monas sur leur compte Internet et c'est comme un crédit en fait et ils peuvent payer avec ce compte-là et c'est l'association Acclimatation qui va en réalité transférer l'argent ensuite aux points de vente qui auront accumulé leur mona eux-mêmes sur leur compte Internet.
Et enfin, on a pris beaucoup de temps à définir le processus de conventionnement. On avait la charte, mais fallait qu'on pose en fait la méthode, comment faire pour, à partir de la charte, trouver les lieux conventionnés enfin, trouver les lieux et les conventionner. Donc, cette méthode, on l'a définie en quatre temps. Un premier temps où c'est d'auto-évaluation. C'est le lieu qui souhaite être conventionné, qui s'auto-évalue selon les critères de la charte. Parce qu'on voulait on partait du principe en fait que les plus connaisseurs étaient les lieux conventionnés, que nous, on n'était pas un organisme certificateur, donc il y avait aussi une certaine confiance qui s'établissait avec les lieux conventionnés. Donc, c'est d'abord le lieu qui faisait sa propre auto-évaluation à partir de la compréhension qu'il avait de la charte, mais on couplait à ça un échange avec un binôme de conventionnement. Ce binôme, c'était des deux participants de la caisse du territoire qui venaient du coup compléter l'auto-évaluation, comprendre pourquoi le lieu s'était auto-évalué de cette manière et potentiellement bah, voilà, aller chercher d'autres informations, découvrir si on pouvait bah, faire une visite sur le lieu de production. Voilà. Et une fois que cet échange s'était fait, le binôme ramène en caisse locale l'auto-évaluation, les informations qu'il a pu récolter lors de cet échange, et la caisse prend une décision sur le conventionnement du lieu. Le lieu est conventionné à partir de trois critères. S'il respecte trois critères, il est conventionné à 50%. S'il respecte quatre critères sur les critères lieux, il est conventionné à 75%. Et s'il respecte les cinq critères, alors là, il est conventionné à 100%. La pondération, c'est en fait le taux de prise en charge du prix lorsqu'on achète dans le lieu conventionné. Donc, si le lieu respecte les cinq critères, un produit qui coûte 2 euros pourra être payé en MONA dans sa totalité. Sinon, il faudra prendre une part en euros de sa poche. Et la quatrième phase, donc lorsque le lieu est conventionné, bah, là justement parce qu'il y avait des critères, il y a des conventionnements produits, le binôme de conventionnement retourne dans le lieu conventionné pour faire avec le lieu la liste des produits qui pourront être pris en charge par la MONA. Donc voilà tout ce qui a été posé jusqu'à mars 2024. Et donc en mars 2024, l'expérimentation de caisse s'est lancée et je te passe la parole, Camille. Oui, donc là, on est en avril 2024. Les premières Mona circulent. Donc, sur un système de tirage au sort, les personnes qui étaient intéressées par le projet ont pu nous rejoindre. Elles ont d'abord assisté à des réunions qui ont eu lieu sur tous les territoires et qui expliquaient donc ce qu'était le projet de SSA en Gironde. Et une fois qu'elles avaient participé à ces réunions, elles pouvaient s'inscrire en ligne et ensuite, ces personnes ont été tirées au sort pour avoir une représentativité économique et familiale de la population girondine à 70%, avec une surreprésentativité des populations précaires de 30%. Donc on se retrouve en avril avec 178 foyers pour 391 personnes. Il y a donc parmi ces foyers 43% qui vivent sous le seuil de pauvreté, pardon, et 57% des foyers qui déclarent ne pas pouvoir se nourrir en quantité et ou en qualité suffisante. Et pendant ce temps-là, à peu près au même moment et un petit peu en amont, on avait commencé à conventionner des lieux. Donc 47 points de vente sont conventionnés sur les quatre territoires. Il y a 12 commerces diversifiés, 13 artisans et 22 producteurs. Et donc après, se met en route ce cercle entre caisse locale, producteur et la caisse. Donc très concrètement, comme l'a expliqué
Lucille tout à l'heure. Les participants cotisent donc soit en ligne, soit lors des comptoirs. Une fois qu'ils ont cotisé, ils touchent directement leur allocation. En fait, c'est la cotisation qui déclenche l'allocation, qu'ils peuvent aller dépenser dans les lieux qui ont été conventionnés. Et ensuite, donc ces lieux conventionnés ont une reconversion en euros tous les 15 jours ou tous les mois selon ce qu'ils ont décidé. Voilà un petit peu pour le circuit de la Mona. Et donc 190 euros d'allocation Mona en moyenne par mois et par foyer et 50 euros de cotisation en moyenne par mois et par foyer, en sachant que du coup là, on prend les foyers dans leur globalité et que certains ne dépensent pas toute leur Mona et qu'à peu près 20% des foyers ne cotisent qu'un mois sur deux. Donc au niveau de la gouvernance de cette caisse, donc on a toujours ce système que vous a présenté Lucille, caisse locale, caisse commune, CA d'acclimatation. Donc les caisses locales, elles se réunissent une fois par mois, principalement le soir. Les réunions de caisse locale ont lieu dans des lieux qui sont identifiés, dans des structures qui font partie du collectif historiquement d'acclimatation. Et donc elles sont animées par Lucille et moi-même et notre collègue à un moment donné et co-animé avec les salariés de ces structures. Et donc les ordres du jour sont préparés en amont et généralement dans ces caisses locales, on vote ce qui concerne seulement la caisse locale. On discute de sujets qui concernent soit la caisse locale, soit la caisse commune pour qu'ensuite ça puisse remonter en caisse commune. Et on peut mettre aussi en place des ateliers. Par exemple, on avait fait un atelier sur le prix juste de l'alimentation. Et c'est le lieu de discussion, de débat. La caisse commune, donc, elle permet de réunir les participants des quatre territoires, parce que du coup, il y a quand même quatre territoires, donc deux territoires ruraux, deux territoires urbains. Elle se retrouve à peu près tous les 3 mois. Et donc, ça va être le moment d'échanger sur les avancées des différentes caisses, d'échanger sur les pratiques des différentes caisses, mais ça va être aussi le moment de voter des décisions qui ont été discutées en amont dans les caisses locales. Généralement, quand il y a des décisions à prendre, elles sont d'abord discutées plusieurs fois en caisse locale et ensuite votées en caisse commune. Et ensuite, le conseil d'administration, donc lui, il coordonne l'ensemble du projet et il se retrouve à peu près une fois par trimestre. Et donc, c'est au CA que les axes d'orientation globale du projet sont discutés et décidés. Donc là, on a fait un petit résumé de la vie de la caisse commune sur l'année d'expérimentation. Donc en mars 2024, le lancement, une première caisse commune en pays foyen en septembre. En décembre, on aura une caisse commune associée à une intercaisse à Arcachon et on commence un petit peu à travailler la suite. Même si en fait ça fait que quelques mois que l'expérimentation a démarré, on commence un petit peu à se poser des questions sur après mars, qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des financements. Et donc il y a plusieurs scénarios qui sont posés de cotisation, d'allocation et on commence un petit peu à mettre en travail ces sujets-là. Ensuite, à partir de mars, donc il y a l'intercaisse à Cadenet, une nouvelle caisse commune du coup à Bordeaux-Nord en mars 2025, où là, les discussions sur les scénarios sont terminées. On met en place donc un vote au consentement sur une proposition de caisse transitoire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va décider que de avril 2025 à octobre 2025, se mettra en place une cotisation, une allocation, pardon, à 50 monnaies. C'est ce qu'on appellera la période transitoire. Mais du coup, là, on a passé l'année d'expérimentation, donc je m'égare un peu. Et donc, après cette caisse commune en mars 2025, c'est la fin de l'expérimentation. Et comme je le disais, le début de la période transitoire.
Donc là, on a voulu vous faire un petit aperçu en image de la vie des caisses locales, parce que très concrètement, les caisses locales, c'est quand même des lieux où on va pouvoir se retrouver, où va pouvoir y avoir des gens de différents horizons qui nous disent on n'aurait jamais pu se croiser dans un autre contexte. C'est un lieu de convivialité. On va faire des ateliers de sensibilisation, on va faire des moments festifs et ça va être surtout des lieux de discussion très importants. Là, on a Ah, voulu faire un focus, du coup, pardon, vas-y. non, non, parce que comme tu enchaînais pas, je me demandais si c'était à moi de, de la faire. On a voulu faire un focus sur le travail qu'a pu faire chacune des caisses locales. Donc, par exemple, vous allez retrouver là à gauche la carte qui a été effectuée à Bordeaux. En fait, la caisse locale de Bordeaux a décidé de prendre donc les lignes de tram et de bus et de positionner les lieux qui sont conventionnés pour que les participants aient plus de facilité à les repérer. Donc c'est un gros travail qui a été fait sur cette caisse locale. Sur la caisse locale de Sud-Gironde, ils ont décidé d'approfondir certaines filières. Donc la filière du lait, des produits laitiers, de la charcuterie et du poisson pour aller un petit peu décortiquer ces filières-là et monter en connaissance sur ces domaines-là. Et donc on a résulté des posters qui ont été partagés en caisse commune. Sur le pays foyen, ils ont fait une petite étude comparative sur les prix de l'alimentation entre les prix des produits conventionnés dans les lieux conventionnés et les prix des produits sur des lieux plus classiques. Et donc pareil, qui a été partagé en caisse commune. Et la caisse de Bègle a, elle, par exemple, fait une visite d'abattoir dont on vous passera les photos. Euh, pour les âmes sensibles, c'est peut-être pas terrible. Mais du coup, c'est quelque chose, c'est un moment qui a été très marquant pour les participants de la caisse de Bègle. Peut-être qu'après le diapo, Théodora voudra en parler de manière plus approfondie. Voilà, donc c'était juste pour voir, pour vous montrer un petit peu on va dire les livrables qui ressortent du travail qui est fait en caisse locale. Et ce travail-là, donc c'est les participants qui décident voilà, de se pencher dessus et d'y aller. La première année d'expérimentation qui s'est terminée en mars 2025, elle a été, comme je vous disais au début, elle a été suivie par une équipe de chercheurs pour tirer un peu les enseignements, pour comprendre tout ce qui avait pu se passer, les effets de cette expérimentation. Et on commence un peu à avoir des premiers résultats de ce travail de recherche et on vous fait la promo de notre journée de restitution qui sera le 26 novembre. Donc là, on vous présente des premiers résultats, mais il y aura plein d'autres choses dans cette journée. On vous invite à venir nombreux. Dans les premiers enseignements de cette année d'expérimentation, alors il y en a certains on va dire qui étaient plus attendus, comme par exemple la réduction de la précarité alimentaire. Les budgets en fait d'allocation qui ont été versés pendant cette année étaient assez importants, donc ça a permis quand même d'avoir un impact sur le budget alimentaire de chacun des foyers et était aussi adapté en fonction de la composition familiale, donc permettait vraiment d'être assez représentatif dans le budget des foyers. Et donc, il y a 33% des foyers qui estiment pendant cette année être sortis de la précarité alimentaire, que ce soit la précarité quantitative, donc un problème de quantité, ou alors qualitative. Euh, c'est lié en fait à la charte de conventionnement. Donc, tu te Cette année souviens plus d'expérimentation du mot de passe que tu avais. Cette année d'expérimentation, elle a permis de faire évoluer les pratiques alimentaires. Enfin, elle a eu des impacts sur les pratiques alimentaires des foyers.
vers plus de consommation de produits de qualité, bio et frais, et plus aussi euh, de consommation dans les épiceries locales et les marchés. Ces résultats, pour compléter, on les a recueillis soit en fait de carnets d'approvisionnement. Donc, c'était toute une phase de collecte des tickets de caisse sur, il me semble, 15 jours au début de l'expérimentation et à la fin de l'expérimentation. Des données qu'on a récoltées aussi via des questionnaires. Donc, par exemple, pour la réduction de la précarité alimentaire, c'est plutôt à travers les questionnaires et du coup une estimation personnelle des foyers et à travers quelques entretiens. Donc, comme je vous disais, dans les enseignements, on observe une évolution des pratiques alimentaires, mais on observe aussi des effets qui dépassent un peu le contenu des assiettes des foyers. Il y a aussi, donc ressortent aussi dans les questionnaires et dans les entretiens que cette expérimentation a eu un effet aussi sur le plaisir de faire ses courses, augmenter le plaisir de cuisiner aussi et de manger et a permis de toucher au-delà des foyers qui faisaient partie de l'expérimentation et d'aller même voilà, toucher l'entourage de ces foyers qui ont déclaré pouvoir inviter plus souvent à manger et utiliser leur MONA aussi pour aider leur famille et leurs amis. Dans les autres enseignements qu'on fait de cette année, et là qui ne sont pas reliés aux pratiques alimentaires, c'est que ce projet, dans sa construction, il permet de faire coopérer à la fois des acteurs au sein même d'un territoire, donc des participants, enfin des habitants, des points de vente sur leur territoire, des producteurs, des commerces locaux les acteurs aussi liés enfin, autour de l'alimentation et les collectivités locales, mais permet aussi pendant toute cette année, en fait, de faire coopérer, comme je vous disais, des territoires urbains et ruraux autour de ces questions d'alimentation. Une coopération qui, on l'a bien vu, pouvait être très riche pour pouvoir porter ce projet voilà, à une échelle départementale mais parfois compliqué parce qu'en termes d'alimentation, on se rend bien compte que le territoire est beaucoup plus restreint, le territoire d'alimentation est même parfois plus petit que le territoire d'une ville. Donc, des fois, poser des difficultés en fait, dans les prises de décision ou dans même la construction de ces quais. Et une autre échelle aussi, c'est celle de l'échelle plutôt nationale ou interrégionale, en contribuant voilà, à ces intercaisses, en contribuant aussi au collectif de la sécurité sociale. En termes de résultats plutôt enfin, d'enseignement sur le conventionnement et sur les filières, ce qu'on peut commencer à observer, c'est si on regarde la répartition des MONA par type de point de vente, c'est que le modèle de la moyenne surface reste favorisé par les participants. Voilà, les MONA sont davantage dépensés dans les commerces diversifiés que chez les artisans et les producteurs. Sauf peut-être un peu dans le cas particulier du pays foyen, qui est une caisse qui a décidé de conventionner qu'un seul commerce diversifié et en grande majorité des producteurs sur un marché pour voilà, valoriser davantage les producteurs locaux dans leur territoire. Sur les enseignements sur le conventionnement, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il a permis plutôt de confirmer des lieux ou des pratiques plutôt que de sélectionner. Sur les 100 points de vente qui ont été, enfin, pardon, 100% des points de vente, parce qu'on n'a pas rencontré 100 points de vente, sur les 100% des points de vente qui ont été visités, ils ont tous été conventionnés. Et ils déclarent ne pas, pour 80%, ne pas avoir fait évoluer leurs pratiques ou voilà, ne pas, que l'expérimentation, en tout cas, n'a pas eu d'impact sur leurs pratiques, soit de production, de transformation ou de commercialisation. Tout simplement, sûrement parce qu'en fait, voilà, ils étaient déjà très engagés dans leur démarche.
Ce qu'on tenait à faire remarquer aussi, c'est que bien qu'on avait une charte commune, qui était en plus plutôt ambitieuse et assez, on va dire, contraignante dans la théorie, son application, elle reste quand même souple et subjective en fonction des territoires. On voit par exemple que deux points de vente ont été conventionnés à 75%, le reste ayant été conventionné à 100%. Et sur un territoire, une Biocop a été conventionnée à 75%, alors que sur un autre, une Biocop a été conventionnée à 100%. Donc on se rend compte que même à partir de ce document commun, de cette charte commune, les interprétations et son application, elles peuvent être différentes en fonction des territoires. C'est le cas aussi pour les produits. On s'est rendu compte qu'il y avait le conventionnement des produits était différent déjà au sein même d'un territoire, entre des lieux conventionnés qui pouvaient pourtant être, on va dire, relativement similaires au sein d'un territoire, et aussi entre des territoires où il y a des territoires qui ont fait le choix, par exemple, de privilégier les produits qu'on pouvait retrouver en local et donc de ne pas conventionner le café, alors que dans d'autres territoires, le café a été conventionné. Euh, c'est noté, mais ça a été que très ponctuel et on a aussi remarqué des transactions qui s'éloignaient du conventionnement, voilà, par erreur, potentiellement au passage en caisse ou même par choix, mais ça reste très à la marge. En tout cas, ce qui a été ressorti par les lieux conventionnés sur l'application de la charte, c'est que cette souplesse, elle était pour eux en tout cas essentielle. Mais en revanche, en caisse locale, on se rend compte que la subjectivité peut poser des enjeux d'équité, même si elle permet aussi en fait d'exprimer l'identité de chaque pièce qui a, même à partir d'un cadre commun, a envie peut-être de porter d'autres, voilà, de mettre en avant d'autres aspects. Par exemple, une caisse qui va plutôt travailler et être attentive à l'accessibilité d'un lieu, un autre va être plus attentif, par exemple, à la localité des produits. Enfin, sur les effets sur les filières, ce que les lieux conventionnés nous ramènent, c'est que cette expérimentation, cette année en tout cas, a permis d'élargir leur profil de clientèle, de toucher en fait des profils qui ne touchaient pas auparavant, et d'augmenter un peu aussi le nombre de clients pour les points de vente. En termes de chiffre d'affaires, pour le coup, et ça on s'y attendait, ça reste très minime, sauf pour quelques lieux conventionnés, principalement du coup des commerces diversifiés, mais plutôt des petites épiceries, euh, pour qui ça a quand même permis de maintenir leur activité ou de sécuriser un salaire. Mais voilà, ça reste que le cas pour un ou deux points de vente conventionnés. Sinon, c'est quand même en termes économiques, ça n'a pas forcément d'effet. En revanche, ce qui nous ramène aussi, c'est que participer à ce projet et entrer dans ce projet et de mettre en place en fait la MONA, c'est peu coûteux pour les points de vente. Cette procédure, elle est relativement simple et que même pendant toute l'année, voilà, ça ne leur a pas. Il y avait une crainte que ça apporte des difficultés, ajouter du temps de gestion, des choses comme ça. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Je te laisse la parole, Camille. Oui, alors du coup, pareil sur les premiers résultats, mais plutôt du côté de la participation et de la démocratie. Donc sur le panel dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'objectif a été atteint sur le panel souhaité. Pour autant, il y a eu quand même quelques disparités entre les territoires. Par exemple, on retrouve moins de revenus bas à Bègle et moins de revenus élevés en Sud-Gironde. Et par exemple, il y a une surreprésentation des couples sans enfants en pays foyen, puisque il y avait des tranches de revenus qui fait que forcément, il y a une petite variation qui n'est pas énorme, mais qui est quand même là en fonction des territoires. Sur la participation, en fait,
elle est de 33,76% en moyenne. Ce qui est quand même en fait une participation assez élevée, parce que du coup sur les 178 foyers, on peut se dire que personne ou il y a très très peu de personnes qui sont éloignées du projet. Même si les gens ne viennent pas en caisse locale tous les mois, ils essayent de venir assez régulièrement, ce qui fait qu'il y a toujours à différents niveaux, mais il y a toujours plus ou moins un suivi du projet. Parce que du coup, les caisses locales sont faites de manière à ce il y a pas de, en fait, on n'a pas de comité citoyen. Donc tout le monde, tous les participants et participantes sont conviés aux caisses locales et donc au final, bah, on voit que ça fonctionne pas trop mal, en tout cas sur les résultats. Par contre, on se rend compte que la caisse commune, c'est quelque chose qui ne fédère pas, puisqu'on a un taux de participation de 12,66%. Donc, alors il y a des suppositions qui sont faites. On s'imagine peut-être que les participants et participantes ne s'identifient pas à cette caisse commune qui, en fait, n'est formalisée que lors de réunions de caisse commune et qui n'existe pas en dehors de ça et qui sont plutôt attachés à la caisse locale qui est en fait leur territoire de vie, leur bassin de vie. Mais ça reste voilà, des suppositions. Ensuite, il y a un petit zoom sur des constats un petit peu en vrac comme ça, mais qu'on voulait vous partager parce qu'on pensait qu'ils étaient importants. Il y a un déséquilibre dans l'effort de cotisation des foyers selon le niveau de revenu. Alors, pour faire clair, c'est-à-dire que, en fait, les revenus élevés en somme, effectivement, cotisent plus que les revenus bas. Par contre, en proportion de leurs revenus, ils ont un taux d'effort qui est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne plus de 3500, 4000 euros, même s'il met 100 euros, ça fera toujours moins que quelqu'un qui gagne moins et qui cotise moins. Si c'est pas clair, je vous réexpliquerai par la suite. Mais du coup, en fait, le taux d'effort est différent selon les revenus. On a un montant moyen de cotisation qui est de 50 euros et qui semblerait être un plafond indépassable. Alors on dit qu'il semblerait être un plafond indépassable en comparaison à d'autres expérimentations où en fait on arrive à peu près à ce même niveau de cotisation moyen. Donc bon voilà, ça a l'air d'être le niveau un peu max que les gens mettent. Et du coup, ce constat de différence de taux d'effort, il pose les limites des règles d'autodétermination dans un principe de redistribution des richesses, puisque en fait, on se rend compte que le fait que le taux d'effort est moins élevé chez les plus riches et plus élevé chez les revenus bas, fait que le fossé se creuse encore plus entre les revenus les plus riches et les revenus les plus bas. Et en fait, on est un peu à l'inverse de ce qu'on voulait faire à la base. Donc, on peut se poser la question, voilà, de cette cotisation autodéterminée. Ensuite, sur le principe démocratique, donc là, c'est plutôt des données sensibles qui sont liées aux entretiens. Donc globalement, ce qu'en disent les participants et participantes, c'est que la caisse locale, c'est un espace de rencontre et de rencontre, comme je disais tout à l'heure, de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées s'il n'y avait pas eu cette caisse locale et du coup de personnes qui nous ressemblent pas, qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue et les mêmes vies. Une école de la démocratie parce que en fait les processus démocratiques on se rend compte qu'on s'en éloigne de plus en plus et en caisse locale et en caisse commune on a la possibilité de nouveau les vivre et de manière directe. Le sentiment d'appartenance à un territoire en fait avec cette caisse locale où en fait on habite, on se retrouve, on habite tous sur le même territoire. Donc en fait on se rend compte de manière informelle, ça discute énormément de lieux d'habitation, de lieux de courses, de vie en fait sur ce territoire-là. Et donc plus on échange et plus on se sent appartenir à un territoire.
et une dépolitisation du discours, mais par contre une politisation des actions, c'est-à-dire que souvent les gens disent ah non mais moi je ne veux pas, dès que c'est politique, je veux pas en entendre parler, les discours politiques ça ne m'intéresse pas, etc. Donc effectivement dans le discours plutôt un retrait sur le discours politique, mais par contre en réalité dans les actions c'est on veut quand même défendre les petits producteurs, on veut soutenir les revenus les plus précaires. Donc c'est quand même voilà, une démarche qui est politique. L'universalité qui est toujours en débat, donc être sûr qu'on représente bien tout le monde, toute la population. Et donc certaines personnes qui étaient déjà militantes ont confirmé l'inscription de ce projet-là dans leur trajectoire militante dans laquelle ils étaient déjà à la base. Ça renforce ces trajectoires-là. Donc pour finir, on va un tout petit peu dépasser, mais on n'est pas trop mal. Euh, les objectifs pour la suite. Donc, ça, c'est voilà, les objectifs qu'on s'est posés. Donc, forcément, prolonger et conclure la phase 1 de l'expérimentation jusqu'à la fin 2020. On veut que, en fait, cette expérimentation, et c'est ce qu'on est en train de faire, devienne pérenne et devienne un vrai outil démocratique et de lutte contre la précarité alimentaire, avec une transformation du système agricole. Et après, donc, on a divisé les objectifs en deux, départemental et national. Donc, sur la caisse Gironde, on continue ce qu'on a fait depuis le début avec les parcours d'engagement. C'est le processus d'appropriation citoyenne. Donc, et donc, ça, on va essayer de le prolonger au maximum. Ça fait partie du processus démocratique qui nous tient à cœur. On expérimente des évolutions sur la cotisation et la redistribution. Ensuite, sur la seconde slide, je rentrerai un petit peu dans les détails. On consolide pardon, la caisse commune et les réseaux des points de vente conventionnés, donc notamment avec établir un suivi auprès des points de vente, les accompagner au plus près et élargir ce panel de lieux conventionnés. Et au niveau national, on participe au plaidoyer national pour une ESSA, on co-construit le cadre réglementaire d'une ESSA et on poursuit la démarche de cumulabilité des expérimentations donc au sein du collectif et avec l'intercaisse. Je suis désolée, j'accélère un peu pour essayer de pas trop dépasser. Et donc concrètement, comment se mettre en place ces objectifs? Donc au niveau du modèle économique, là on a une allocation transitoire de 50 euros par foyer qui est autofinancée, quasiment autofinancée. À partir de octobre, du début octobre, on bascule sur une allocation de 100 monas par foyer qui sera autofinancée à 60%. On le sait parce qu'au moment de de la caisse transitoire, on a demandé aux participants combien ils souhaitaient cotiser pour une allocation à 100 monas, ce qui nous a permis un petit peu d'y voir plus clair sur cette période-là. On est en train de travailler sur un groupe de travail entreprise sur différents scénarios pour voir comment on peut effectuer un financement via les entreprises. Sur l'autonomisation et l'ouverture. Donc l'autonomisation, l'idée que de plus en plus les participants prennent en main la caisse. On est en train donc de travailler l'ouverture de la caisse d'ici la fin de l'année au même nombre de foyers qui sont partis, parce qu'il y a des foyers qui sont partis à la fin de l'expérimentation. Donc on a décidé de faire rentrer autant de personnes là d'ici la fin de l'année. Donc on fait des réunions d'ouverture pour savoir qui va rentrer, de quelle façon, etc. On construit un parcours d'accueil pour que ces personnes-là puissent s'approprier le projet, puissent avoir une acculturation à ce projet et puissent le comprendre et y participer.
Et donc à plus long terme, un accueil et préparation à l'accueil de nouveaux territoires ou de cotisants qui seront salariés. Et enfin, sur les filières agricoles et alimentaires locales, on voudrait de plus en plus faire s'investir les producteurs et les lieux de distribution conventionnés. Et donc faire un bilan du conventionnement et pourquoi pas créer un groupe de travail sur la création de filières sur les territoires.